Et donc, passons à notre troisième rubrique de la semaine et de toutes les hebdos, c'est la partie focus, soit un thème libre, soit une stat de la semaine, soit un scouting de la semaine. Aujourd'hui, je t'ai proposé il y a quelques temps un thème libre qui avait l'air de te botter, de parler de nos erreurs, c'est ça? Bah ouais, c'est toujours très drôle de parler de ce dont on s'est trompé et essayer de comprendre pourquoi aussi. Je pense, Ouais. déjà, c'est un bon rappel parce que parfois, il y a des gens qui disent, mais attendez, vous regardez tous les matchs, vous analysez, vous dites que vous êtes des analystes et vous n'arrivez pas à prévoir ça. Bah oui, justement, on analyse ce qui s'est passé et on prévoit pas. Mais du coup, ouais, c'est toujours très fun d'essayer de comprendre pourquoi on s'est trompé. Donc ça me bottait bien, ça me bottait bien. Ça pourrait presque faire une bonne série de podcasts, ça. Pourquoi je me suis trompé? Pourquoi j'avais tort? Non, ça pourrait être pas Mhm. mal. Ouais. Ça existe déjà, si ça vous intéresse. Le Basket Lab, pourquoi j'avais tort. Bref, donc ouais, on voulait se faire un peu ça, parce que c'est toujours marrant, comme tu dis. Et puis c'est intéressant. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est même pas d'avoir tort ou raison, c'est de savoir pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce qu'on s'est trompé? Où est-ce qu'on s'est trompé? Bref, donc vraiment thème libre, hein. On peut partir dans toutes les directions. Si tu veux, on peut faire une draft, si ça te va. Comme ça, on alterne un peu chacun Allez. ses torts. Je te laisse le premier choix. Quel est dans cette draft, des aspects, des trucs, non, c'est pas beau truc, cette draft, des choses sur lesquelles on s'est trompé, quel est ton premier choix? Alors le premier pour moi, du coup, il est très facile. Ouais. Il est très facile, mais je pensais pas que Budenholzer aurait une moins bonne attaque que l'an passé. Enfin, que les Suns auraient une moins Ah, bonne pas attaque mal. que l'an passé. Ouais. Effectivement, alors ils sont quoi? Ils sont même pas dans la moyenne, non, c'est ça? Ils sont 13e attaque. Ouais. Ils étaient 9e l'an passé. Alors en plus, le chiffre brut est assez flippant parce qu'il passe de 118,3 à 115,1. Heureusement, enfin, l'offensive rating moyen a aussi diminué. Mais en fait, là où c'est vraiment un peu triste, c'est que Budenholzer, on le connaissait comme un joueur, enfin comme un coach, pardon, qui amenait toujours du spacing, des énormes fréquences à 3 points, très analytiques, etc. Enfin, perso, je pensais qu'il y avait un peu ce potentiel avec Phoenix, quoi. Peut-être pas changer toute la structure de l'équipe, parce qu'on voyait déjà des bons passages, mais vraiment apporter ce spacing, quitte à faire un peu le compromis défensif. Et au final, quand tu regardes, bah, t'as la 30e fréquence au panier, t'as toujours la deuxième fréquence sur le nombre de tirs à mi-distance que tu prends. Et alors, tu as augmenté sur les 3 points dans le corner, mais au final, tu restes que tu étais 19e, tu passes à 11e en fréquence de 3 points. Ça reste sensiblement la même chose. Et en fait, je pense qu'on avait tous un peu l'espoir que il change vraiment la shooting chart quoi, de cette équipe. Et, Ouais. euh, et c'est pas du tout le cas. Et je trouve que tu as beaucoup de séquences. Alors, Phoenix, une équipe dont j'avais beaucoup aimé le début de saison et finalement j'ai un peu moins vu, mais tu vois, sur les matchs dont on a même parfois parlé sur la quotidienne, t'as un peu ce truc où bah, le spacing est assez décevant, quoi. Le spacing est assez décevant et peut-être qu'on a un peu, enfin peut-être que j'ai en tout cas, surévalué l'apport d'un coach quand dans ton équipe, tu as Kevin Durant et Devin Booker et Bradley Beal, quoi. Disons qu'il y a alors effectivement, je me mets là-dedans aussi parce que je m'attendais à beaucoup mieux de la part des Suns. En fait, je m'attendais à ce que l'attaque ait un vrai changement structurel, quoi, presque. Tu vois, en termes de qui est-ce qu'on fait jouer ou pas jouer, et même la géométrie du terrain. En fait, chaque possession va avoir un spacing maximum, chaque possession on va avoir. Voilà, c'est littéralement ce qu'il avait fait à Milwaukee, hein, c'est Bah ouais, ouais. d'arriver et il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. Alors, si, il y avait Brook Lopez, ok. Mais Giannis, la seule différence, c'est qu'il était déjà bon en 18 et il devient MVP en 19 parce que il est recontextualisé. C'est pas tant des progrès lui-même fulgurants d'un point de vue individuel, c'est il est mieux utilisé, mieux mis dans de l'espace, etc. Et c'est vrai que là-dessus, ouais, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que finalement, on n'a pas tant que ça de changement au final. Alors je peux comprendre parce qu'au début, on a dû jouer un peu avec Nurkic, mais ensuite ça a disparu. Je suis un peu déçu aussi qu'on n'ait pas tant que ça de vraies séquences de small ball. En tout cas, on en a, hein, mais tu vois, je m'attendais un peu à ça, par exemple. À un peu du Kevin Durant en poste 5, sur de longues séquences ou répétées pas mal de fois, où tu as ce compromis défensif peut-être, et encore, quoique c'est pas non plus énorme, mais qui permettrait un peu d'espacer ou de. Voilà. Et j'avoue que bah ouais, je suis un peu déçu. Ouais. Enfin, je pense que le chemin pour que cette équipe soit crédible, c'était de devenir une attaque d'élite, quoi. Quitte à faire, comme tu dis, le compromis défensif, quoi.
Donc, grosse déception. Je pense que c'est le premier truc qui m'est venu en tête, quoi. C'est ça avec ce format. Ouais, après, comme tu dis, on a aussi l'aspect de, au final, comment dire, il y a déjà des stars en place, et c'est des stars en plus, des stars vétérans, quoi. Donc, à quel point est-ce que tu peux arriver à totalement modifier la géométrie du terrain ou le profil de tir, vu que c'est quand même Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal, et que de toute façon, en fait, c'est pas eux qui doivent changer. C'est là-dessus aussi où il faut insister, mais les stars ont toujours pris et prendront toujours des longs tirs à 2 points. Ça, c'est pas trop le problème. Le côté, la révolution du 3 points, c'est supprimer les longs 2 points. Non, non, ça a jamais été ça. Pour le coup, ça, alors parfois, certains joueurs, on leur a dit, recule d'un pas, regarde, et tu prends des step back à 3 points plutôt que 2 points. Mais je veux dire, ça a toujours existé, ça existera toujours des mecs qui prennent des longs 2 points. C'est juste que maintenant, aujourd'hui, c'est réservé aux stars plutôt que des mecs qui prenaient des catch and shoot à 2 points. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que, en un sens aussi, on peut aussi le pardonner, en tout cas l'expliquer, de dire quel est ton matos pour faire évoluer l'attaque. C'est quoi les pièces que tu as à disposition pour faire en sorte que l'attaque soit bien meilleure. C'est vrai qu'il n'y en a pas non plus des tonnes, quoi, parce que argent limité, assets limités, etc. Mais oui, je m'inscris aussi là-dedans parce que je pensais que ce serait mieux. Tu vois, je pensais que ce serait quand même un peu mieux et qu'au final, on a la 13e attaque de NBA. Et puis, je sais pas trop ce qui se passe en défense aussi. Ils ont chuté à la 27e place défensivement. C'est catastrophique. Ouais, ça pour le coup, un peu moins surpris, on en avait parlé, mais c'est là où c'est un peu curieux, c'est que je trouve que de ce que j'ai vu, Bud justement s'entête un peu à jouer avec un 5, tu sais, de drop, un peu classique, Ouais. que ce soit Nurkic, Mason Plumlee, même Nick Richards maintenant, et il y a un peu je sais pas, ce refus d'avoir des schémas un peu plus de switch all, même s'il y en a parfois et ou de jouer sans pivot tout simplement, et c'est un peu dommage. C'est là où tu vois le début de saison de Ryan Dunn, moi je me disais ah ça peut être cool sur certaines séquences d'avoir une raquette Ryan Dunn Kevin Durant si Ryan Dunn il est viable en attaque. Au final bon il joue de moins en moins, je comprends pas trop pourquoi, mais soit, et il y a eu sans doute une surchauffe à 3 points aussi. Mais ouais, après, tu vois, genre, ce qui est fou aussi, là, une des déceptions, elle est un peu facile, mais Bradley Beal est devenu un joueur qui n'a plus qui n'est plus un si gros driver que ça. Et pour moi, c'était un peu là aussi où il pouvait, et on l'avait vu aussi en fin de saison dernière, où il pouvait un peu se différencier des deux autres stars. C'est que c'est un joueur qui a toujours eu une plutôt au-dessus des 30% de fréquence de tir au panier. Et là, cette saison, il est tombé à 24. Donc, il y a pas mal de choses qui font que c'est très décevant, mais c'est décevant. Même, tu vois, Ozo Ighodaro, dont on avait parlé, qui est un profil vraiment de switch all pour le coup, parfois il joue pas. Enfin, c'est assez morose. Et en plus, ils ont pas leur pic de draft, je crois, les Suns. Mais bon, ça, on le savait aussi. Non, jusqu'en 2051, je crois. Ils ont plus de pick draft. Ah, ça va. Je m'attendais à pire. Non, j'exagère un peu. Non, mais effectivement, les Suns, c'est un peu la déception. Juste pour dire aussi, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que Bradley Beal, il est payé en Supermax, il est à 22% d'usage, quoi. C'est trop peu, quoi. Je veux dire, tu payes un mec pour l'utiliser comme, entre guillemets, un troisième ou quatrième option d'équipe, même si j'aime pas trop ces termes-là. Mais c'est un non-sens, quoi. C'est un non-sens. Alors après, c'est pas la faute des Suns, hein. Ils ont voulu échanger, lui, il veut pas trop. Mais bon, j'espère que ça va se résoudre, ce problème, parce que, tu vois, le mec a le même usage que, je sais pas moi, j'allais dire que Jimmy Butler, mais lui aussi, c'est un cas, c'est un cas particulier. Mais, non, mais que Keon Johnson, que Mathurin, que Terry Rozier, enfin, bon, c'est quand même cher payé, quoi, les 22% d'usage, quoi, au final. Oui, oui, Le et puis volume de même responsabilité. si tu regardes dans leur équipe, enfin, c'est quasiment la même chose que Tyus Jones ou Youssouf Nurkic, je crois, enfin, Youssouf Nurkic, Ouais, ouais. feu Youssouf Nurkic, évidemment. Mais ouais. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Bien, moi, je vais choisir. Alors, même si je suis pas encore abandonné, mais tout de même, Paul George Clippers. Est-ce que tu l'avais un peu sur ta liste ou pas tellement? Paul George Clippers? Paul George Sixers, tu veux dire? Paul George d'un côté et les Clippers de l'autre. Je veux un peu les Ah! deux. Ah oui, ok. Euh, Pardon. et en même temps, je pense que j'ai eu tort, mais j'abandonne pas non plus totalement parce que on est quand même sur une saison où il est blessé, donc c'est pas totalement significatif. Et de l'autre côté, moi, je pensais que les Clippers seraient un peu moins bons
que ce que j'avais prédit. Donc là-dessus, j'ai tort aussi. Mais je reste encore un peu méfiant sur cet aspect de est-ce que ça va vraiment passer un ou deux tours plutôt que ce que je pensais moi, c'est-à-dire une équipe solide, très grosse défense, mais l'attaque pas assez bonne. Et bon, bah, ça va être sympa. Ça peut se disputer un peu premier tour de playoff et sortir, quoi. Et j'avoue que d'un côté, je m'attendais pas. Je pensais pas que Powell pouvait à ce point prendre un tel volume et surtout en étant efficace et donc prendre une telle responsabilité. Alors que je l'aime beaucoup, hein, Powell, hein, je l'aime beaucoup depuis pas mal de temps, depuis toujours. Je pense que j'étais un peu plus haut que la moyenne, mais tu vois, pour le coup, je pensais que ce serait insuffisant. Je pensais qu'il pourrait pas prendre ce volume. Au final, il l'a pris. Et donc ce qui fait qu'on a une attaque des Clippers qui est un peu meilleure que ce que j'aurais prédit. Et donc l'équipe qui est un peu meilleure, un peu plus viable que ce que je pensais. Et à voir sur la fin de saison. Et puis l'autre côté, c'est aussi Paul George, quoi. J'avoue que là où les arguments que j'ai étalés un peu l'été dernier, c'était pour les Sixers, déjà, il y a un prix d'acquisition. Tu veux le faire sortir des Clippers, tu veux l'avoir pour toi, tu es obligé de payer un peu plus, quoi, parce que pour le même tarif, en termes de nombre d'années ou de contrat, de somme, je veux dire, il serait resté aux Clippers, je pense. Donc tu es un peu obligé de surpayer un peu, en tout cas de payer un peu plus que d'habitude pour avoir une star. En plus, le but de la NBA, c'est d'avoir une star, d'avoir des stars d'avoir le plus de top 15, top 20 NBA pour aller loin, patati patata. Donc là-dessus, moi je pense que j'ai pas eu tort sur le schéma. J'ai peut-être sous-estimé, ça je veux bien l'entendre, que je me suis planté sur l'aspect peut-être de risque, blessure ou déclin, tu vois. Et c'est peut-être là-dessus où le contrat va devenir très mauvais et donc j'aurais tort à 100% parce que moi, ce que je disais, c'était, certes, c'est un peu surpayé, mais il y a le prix d'acquisition, il y a surtout le fait qu'il sera surpayé à 37 ans. Et que, tu sais, c'était un peu le débat, les Clippers, 3 ans, ne voulaient pas offrir la 4e année, les Sixers l'ont offert. Et moi, je disais, bah oui, clairement, il sera surpayé à la fin, la 4e année, mais c'est pas grave parce que tu aurais eu les 3 premières, plutôt que d'avoir rien du tout. Et au final, je me dis, est-ce que j'ai pas eu tort dans le sens où, bah finalement, si la santé était à ce point un point d'interrogation, voire même un négatif, bah finalement, c'était une erreur totale de lui donner ce contrat tout court, en fait, tu vois. Bah ouais. Je pense que, en un sens, oui, bah, enfin, moi, les Sixers, la théorie de l'équipe était quand même assez cool, quoi, parce que bah, Paul George, Embiid, défensivement, c'était un sacré apport, même en termes de spacing par rapport à Tobias Harris, des choses comme ça, création. Mais au final, je pense qu'on avait aussi vu qu'en termes de profondeur et supporting cast, du coup, c'était plus si bien que ça. Et les Sixers, il y a quand même l'excuse de, bah, enfin, Paul George est blessé, il joue sous infiltration, et Embiid n'est pas du tout le Embiid qu'on connaît, quoi. Et il n'a pas joué, il a raté beaucoup de matchs. Donc, en fait, j'ai presque l'impression qu'on n'a pas vu cette équipe encore, quoi. On n'a pas vu cette équipe vraiment. Enfin, c'est l'impression que Je j'ai, pense, quoi. ouais. Je pense aussi. Je pense que j'ai pas totalement tort, mais j'ai peut-être aussi sous-estimé l'aspect de l'âge et du contrat, quoi. Mais en même temps, de l'autre côté, là où j'ai envie d'être indulgent avec moi-même, c'est de dire, ben, pour moi, le joueur de l'an passé, il le méritait. Bah Et, oui, et tu complètement. vois, il le méritait largement. Et je pense qu'il y a un mec qui a toujours été un peu sous-estimé, Paul George, parce qu'il y avait des grosses attentes en mode ça peut être une méga star, porteur de balle, création. Et il a jamais été chapouin dans ce domaine-là. Donc il y avait toujours un peu ce côté déception. Et de l'autre côté, je pense qu'il a toujours été un peu sous-estimé défensivement, sur son apport défensif, notamment la défense off-ball, où il est fabuleux, protection de panier, etc. Donc moi, là-dessus, je me dis, là où j'ai un peu envie de me défendre, en tout cas, par rapport à ça, c'est de dire, mais non, mais le Paul George dans l'an passé, il le méritait, ce contrat. Et il le méritait, dans la théorie, il le méritait pour 2025, 26 et peut-être même 27. Par contre, c'est vrai que j'ai peut-être sous-estimé l'aspect de déclin et ou de blessure physique. Parce que tu vois, là, il joue sous infiltration. Bon, si l'an prochain, tout le monde est à 100% et que ça fait finale de conférence, finale NBA ou titre, bah ok, tant mieux. Et le contrat aura valu le coup, hein. Je pense qu'il aura largement valu le coup. Après, si on a 4 ans de galère physique, ouais, Ah ouais. là, ce sera une grosse plantade, évidemment. Mais bon. Je Mais bon, suis et bon. d'accord. Je suis d'accord. Ton deuxième pick, enfin le troisième de cette draft, des trucs sur lesquels on s'est planté. C'est un truc un peu. C'est deux en un. C'est deux en un. Et en fait, dans une preview qu'on avait faite sur le podcast, sur le Dreamcast Show, je crois que c'est Tom avait demandé qui est-ce que vous pensez aura le meilleur net rating entre les Pacers et les Cavs. Et moi, j'avais dit les Pacers, mais en fait, pour moi, le net rating, c'est pas tant ça qui m'intéresse. C'est plus, je pensais pas que les Cavs auraient une meilleure attaque que les Pacers.
Le net Ouais. rating, bon, voilà, franchement, c'était un peu. Je pense que Cleveland partait avec la faveur des pronostics pour la défense, mais je pensais pas que les Cavs seraient une meilleure attaque que les Pacers. Et du coup, c'est un peu deux en un parce que les Cavs, je pense que il y avait quand même ce truc du spacing qui était un gros red flag. Et je pensais pas, en tout cas, que les Cavs seraient la meilleure attaque de NBA. Avec, je crois là, ils sont à combien? Ils sont à 124. C'est un des meilleurs, même relative offensive rating de l'histoire. Et je pensais pas que les Pacers tomberaient en. Bon, là, ils sont 9e, mais qui tomberaient autant, quoi, qui sortiraient du top 5, par exemple. Et du coup, bah, les Cavs, je pense que ça s'explique. Enfin, les deux, en fait, s'expliquent assez facilement. Les Cavs, bah, j'ai sous-estimé déjà d'un côté les très bons passages offensifs qu'on avait déjà vus la saison dernière. Parce qu'ils ont eu beaucoup de blessures la saison dernière et je me souviens qu'on avait même regardé des matchs ensemble sur Twitch et qu'on avait dit ah quand même Mitchell c'est pas mal Mitchell, Jarrett Allen, etc. Darius Garland a été blessé presque toute la saison, etc. Et l'autre truc c'est bah, le coaching staff de Kenny Atkinson qui a réussi à avoir des schémas avec beaucoup de cuts, tu sais, les cuts qui créent des appels d'air, etc., etc. Beaucoup de drive and kick, drive and kick, drive and kick, drive and kick, drive and kick. Toujours se relocaliser, ça c'est assez impressionnant. Et de l'autre côté, les Pacers, bah, je pense que pour le coup, il y a un peu plus d'excuses dans le sens où bah, on n'a pas du tout le même Tyrese Haliburton. On en a parlé sur les 24 du All-Star Game du Basket Lab. Mais on n'a plus du tout le moteur offensif et en un sens, tu vois, ils sont quand même 9e offensive rating sans leur franchise player offensif, tu vois. Et d'un autre côté, les autres joueurs font quand même plutôt des bonnes saisons aussi. Mais malgré tout, tu vois, je trouve que ils ont un peu, les équipes se sont un peu adaptées et notamment sur la transition. Ils jouent un peu, enfin, j'ai l'impression en tout cas que leur rythme de transition est beaucoup plus freiné que la saison passée à ces Pacers parce que les équipes se sont un peu habituées aussi. Donc voilà, un peu un 2 en 1 qui fait un peu mal, mais qui existe et que j'avoue. Alors, autant je me suis planté sur Bud, autant sur Kenny Atkinson et l'attaque des Cavs. Tu pensais qu'il serait Alors, je vais pas dire que je les premier? voyais premiers. Non, non, ça non. Non. Mais je pensais que ça serait quand même élite. Mais non, je m'attendais pas du tout à les voir premiers. Donc ça, c'est quand même un peu, un peu étonnant. Et en fait, ça s'explique par le côté tactique et le côté personnel aussi, hein. Il fait jouer des joueurs bah, plutôt orientés attaque. Tu vois, typiquement un Ty Jerome ou Sam Merrill qui joue par-dessus un Craig Porter Jr. qui avait fait sa place l'an passé, mais qui était plutôt en mode défenseur, quoi. Craig Porter Jr. a piqué dans l'un, mais le scoring était pas top, le spacing était pas top. Donc ouais, j'étais optimiste, mais même pas au point de c'est la meilleure attaque de NBA. D'ailleurs, je peux faire mon choix rapidement. Les Rockets. Ok. Je pensais pas que l'attaque des Rockets serait à ce point viable et compétente et que ça ferait. Enfin, je pense pas que l'attaque serait à ce point bonne pour que ça fasse une équipe à ce point bonne pour le coup. Ou en tout cas, je pensais que ça pourrait venir s'il y avait genre méga explosion de Sengun qui devient All-NBA first team ou second team quoi, ou méga explosion de Amen Thompson 30 points par match ou tu vois n'importe quoi, mais on n'a pas ça. Et je m'attendais à ce qu'on ait un peu, bon ok, grosse défense, super, on vous connaît les mecs, grosse défense, mais 20e attaque. En fait, non, hein, les mecs, ils sont quand même 4e défense, bon ok, mais 12e en attaque. Et j'avoue que ça, je n'avais pas vu venir. Je pensais pas que ça serait viable à ce point l'attaque. Et même tactiquement, voilà, il y a des problèmes hein, sur demi-terrain en termes de shoot. Mais c'est la tactique, le côté rebond offensif évidemment, le côté on va cibler tel match-up. Non, franchement, Houston l'attaque, Ok. je m'étais un peu planté, je pensais qu'il serait plus bas et que l'équipe serait en mode on est 7ème de conf, et c'est déjà une victoire. En fait, non, ils sont top 4 et ils sont pas mal du tout. Donc, tu vois, aujourd'hui, si tu me dis ils passent un tour de playoff, ça me choque plus du tout. Alors que en début de saison, j'aurais dit non, je pense pas. Ouais, ouais. Mais après, je mets un petit bémol quand même sur le fait que, tu vois, sur l'attaque de demi-terrain, ça reste une équipe très très faible. Ils sont moins bons que l'an dernier. Ils sont 26e attaque de demi-terrain sans Ouais, compter mais le attends, rebond offensif. tu mets un bémol pour comparer, pour passer 2-3 tours, quoi. Comparé à des standards des meilleurs de l'Ouest, on est d'accord. Oui, 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 exactement. Exactement. Mais pour l'instant, c'est fonctionnel. Donc, Tout à fait. voilà. Moi, ce que je te dis, c'est que je pensais même pas que ça serait fonctionnel.
Donc ouais. Mais je te rejoins sur les doutes. Hein. Je te rejoins sur les doutes. Le test des playoffs, notamment, serait intéressant parce que, parce que tout n'est pas réglé sur le demi-terrain. Mais c'est meilleur que ce à quoi je m'attendais. J'en ai un Donc mini, voilà j'en ai un mini pour Houston aussi. Vas-y. C'est très personnel du coup, mais je pensais pas que, en fait, moi j'étais très enthousiaste au moment de la draft de Rich Shepard à Houston, mais je pensais pas que le mariage serait si catastrophique défensivement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout un joueur pour Ime Udoka. C'est-à-dire que chaque seconde qui passe sur un terrain, bah, vu que les Rockets ils switchent et tout, il se fait cibler et je pensais pas qu'il serait si peu viable défensivement pour le coup. Mais voilà, c'est un tout petit. Ouais, alors après, on a tellement peu vu que Oui. j'ai envie qu'on soit clément avec toi, tout de même. En mode. Non, mais moi, je reste positif sur le joueur. Hein. Je pense qu'il peut, ça reste un joueur. Bon, je pensais déjà pas que c'était un top 3 de draft et je le pense toujours pas, même si je l'adore. Mais en fait, je pensais pas que ça marcherait pas à Houston, tu vois. Enfin, peut-être qu'on le verra l'année prochaine, hein, mais. Et tu penses pas qu'il y a un peu un côté prophétie autoréalisatrice, ou plutôt le fait que t'as l'impression qu'il est mauvais parce que Udoka le voit mauvais, le considère mauvais et donc le fait pas jouer. Mais que peut-être que tu vois, s'il jouait 30 minutes par match ou 35, on se dirait, ah bah tiens, là, quand même, une bonne séquence, là, tiens, il y a un style qui sort de nulle part ou une bonne lecture, tu vois. Ouais, peut-être. En un sens, il y a aussi ce côté où Udoka contrôle le truc et donc il le fait peu jouer, ce qui est un indicateur de lui, il pense qu'il est pas bon en défense, et c'est sans doute le cas. Mais non, mais je sais pas, Peut-être. Effectivement. Mais Après, pour le coup, on en avait parlé, hein, mais le côté, il a un pourcentage d'interception en NCAA qui était record. On avait discuté déjà, on avait dit, non, il faut pas s'attendre que ça soit pareil en NBA, quoi. Ah bah oui, et que ça sauve tout. Hein, donc, non, donc, c'était plus un indicateur que il avait un bon feel for the game. Oui, bien sûr. Voilà, exactement. Ouais. Après, bon, le front office des Rockets, c'est assez jeune, tu vois. Ça m'étonnerait pas que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, il pop et qu'il y ait une progression et qu'il prenne du temps de jeu et tout, quoi. Tu vois, je pense que long terme, ça change rien à ce qu'on avait dit. Voilà, c'est juste que là, le cycle actuel, Udoka, il veut gagner, il veut tout le temps gagner. Donc, il joue des joueurs qui font gagner, quoi. Mais ouais. C'était ton 5e ou tu t'en as un autre pour le 5e? Et il veut tout le temps la défense. Non, bah, on peut dire que c'était mon 5e, comme ça on fait 2 d'un coup et je te relance la balle. Ok, eh bien, restons sur l'individuel. En plus, un mec que j'adore, historiquement, plus que la moyenne, plus que tout le monde. Jaren Jackson. Ah oui. Je ne l'ai pas vu venir. Ah oui. Je me suis planté parce que, bon, pour refaire un peu, bon, c'était, et ça, j'en demanderai jamais, le deuxième meilleur prospect de la draft 2018, ce qui est assez évident, derrière Luka Doncic, même si les deux n'ont pas été draftés ni un ni deux. Mais non, moi, j'étais très chaud sur lui. Et au final, j'étais arrivé aussi au fur et à mesure de ah tiens, il a un shoot. Ah non, en fait, c'était qu'une année. Et finalement, on a bien vu que c'était un shooter moyen, bon, mais pas plus que ça, quoi. Pas le 40% de sa deuxième année, quoi. Pour le coup, il commençait à enchaîner même des step back et tout. On disait oh, ok. Et donc voilà, on a eu la version 2023 de Jaren Jackson qui est défenseur de l'année et grosso modo qui est un spacer. Et je me suis dit, je pensais que c'était ça le modèle. Voilà, c'est le modèle, c'est défenseur de l'année, défense incroyable, plus le côté, c'est un mec qui en plus de la défense peut shooter à 3 points et se passer le terrain, en catch and shoot, c'est déjà très cool. L'an dernier, blessure à Memphis, hécatombe, bon, tiens, prends tous les ballons, fais ce que tu veux, voilà, un peu le côté, de toute façon, il faut bien que quelqu'un prenne les tirs. Le test avait été assez catastrophique, ou en tout cas pas bon du tout, au niveau des retours, où, voilà, il était devenu beaucoup moins efficace, mais parce que son régime de tir avait changé drastiquement. Ok. Là, je m'étais dit, on va revenir sur le Jaren Jackson de 2023, c'est-à-dire défense plus catch and shoot à 3 points. Je caricature un peu, mais voilà, un peu ce style de joueur. Le 3&D, mais avec le D d'élite, finalement. Et en fait, je n'avais pas vu venir, mais je pense que personne n'avait vu venir. C'est un D&D. Ouais, non, mais le côté balle en main, quoi. Vraiment, l'aspect de... Non, en fait, l'an dernier, il a été passé au révélateur, mais c'est pas juste parce que qu'il y avait rien d'autre, personne d'autre pour prendre le tir. C'est que finalement, non. En fait, on a vraiment testé des trucs. Et cette année, on reteste les mêmes trucs et ça marche. En tout cas, on lui redonne les mêmes possessions. Et on a un vrai créateur balle en main. Un des meilleurs de NBA en termes de flotteur. Le drive est fantastique, sauf quand il est face à Wembanyama. Mais non, mais le côté création balle en main,
paradoxalement, auquel j'avais cru à la draft à l'époque en plus, mais que j'avais un peu abandonné, bah, j'avoue que c'est un truc sur lequel je me suis planté parce que je pensais qu'on retrouverait une version un peu très sobre, défenseur de l'année, plus 3 points de Jaren Jackson, alors qu'on n'a pas ça du tout en fait. Ouais, bah, je disais D&D pour drive et défense. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais non, oui, je pense que là, tu vois, je pense que ils sont souvent associés cette saison. Autant Mobley, j'avais pas beaucoup de mal à imaginer son explosion cette année. Autant Jaren Jackson Jr., ouais, je te rejoins complètement, surtout dans ce registre-là, quoi. Dans ce registre-là, où limite, je pense que la plupart ont imaginé, bah ouais, peut-être que vraiment le shoot, avec l'âge, ça devient vraiment un bon shooter, et au final, pas du tout. Pas du tout. Pas Est-ce du que tout t'en as ce un autre? registre. J'en ai un. J'en ai un. Mais en même temps, je sais pas trop. Je sais pas trop comment le formuler. Mais je pensais pas que les Nuggets seraient aussi forts. Je pensais pas que Russell Westbrook se réinventerait. Ouais, Je je l'avais pensais aussi celle-là. pas. Je pensais pas tout ça. Parce que là, les Nuggets sont troisième attaque de NBA. Bon, grosso modo, ils sont entre la 2 et la quatrième attaque, quoi. C'est assez serré. Mais ouais, Westbrook qui passe à un joueur qui a un bon cutter, etc. Et en même temps, je me dis, le spacing sur certains matchs, tu vois, ça reste quand même un gros red flag à certains moments. Et à quel point cette grosse fréquence au panier, elle marche en saison régulière, je sais pas. J'avais aussi potentiellement, je pensais pas que Nikola Jokic serait encore à plus 15% d'efficacité par rapport à la moyenne cette saison. Si, Voilà. moi aussi. Ça, on est habitué, ça quand même, on pouvait pas être surpris. Ouais, mais tu vois, il refait mieux que l'an passé, quoi. C'est son deuxième meilleur score en carrière. Enfin, bon, Oui, bref. oui, derrière la fameuse année où il n'a pas eu le trophée. Exactement. Exactement. Non, alors j'avais pas Denver, mais j'avais plutôt Westbrook, moi, Ouais. spécifiquement parce que le côté juste réinvention, alors c'est pas majeur, d'ailleurs il faut pas que ça le soit, on a vu que parfois ça commençait un peu à déborder, et McMahon qui le met titulaire, il fait le jouer 35 minutes et tout, bon, là on sort un peu de la belle histoire justement, mais non mais le côté simplement de un mec qui accepte, enfin j'ai envie de dire, et c'est tout à son honneur, parce qu'on l'a vu pendant des années un peu refuser ça, et dire non non mais je suis moins fort qu'avant, mais je veux quand même être le Westbrook, quoi, tu vois, d'ailleurs on l'avait même revu, un contexte où on avait besoin de ça, les Clippers sans Paul George, sans Kawhi, et il n'y avait pas encore Harden à l'époque, ben voilà, le mec était reparti comme en 40, quoi. Le gros volume, tous les ballons, et puis ça marchait, et voilà. Alors, en fait, on a toujours eu, depuis 4-5 ans, le Westbrook de d'habitude. Donc j'étais un peu en mode, bon, bah, viens à Denver si tu veux, mais ça va faire comme ailleurs, quoi. Ça va faire comme aux Lakers, et tu vas vouloir jouer Westbrook, tous les ballons, créateur balle en main, etc. Et ça n'a pas trop marché, quoi. Et j'avoue que je suis très agréablement surpris par le fait que. Alors après, il a 36 ans aussi, il n'en a pas 32. Donc peut-être le côté accepter de se réinventer. Ça aide aussi quand t'es un peu plus vieux et que voilà, t'es plus en fin de carrière. Le fait aussi que ce soit pour Nikola Jokic où tu te dis bon bah il y a quand même un intérêt assez énorme à faire des cuts, ça doit aider aussi. Mais voilà, cet aspect-là, moi je le trouve très bien parce que je m'attendais pas et j'avoue que j'ai eu tort là-dessus où je pense que ça peut être un vrai joueur de rotation très utile dans une équipe en dehors de j'ai tous les ballons et je suis. Enfin, tu vois, j'aurais pas eu de mal à l'imaginer en mode sortie de banc 20 minutes par match, j'ai tous les ballons comme d'habitude, pick and roll, etc. Là, je pense que non. Là, je pense qu'il peut être valuable avec les titulaires et en tant que mec sans la balle. Et ce que je m'attendais pas du tout à ça Mm. il y a quelques mois. Donc ouais, j'avais Westbrook aussi. Ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais, je m'attendais pas à ce style de jeu. Exactement. Tant qu'on est dans des individualités, euh, peut-être deux d'un coup. Alors quoique. Bon, Nasrid, je pensais que ça exploserait, mais je pense que c'est pas que j'ai tort. Je pense qu'il y a des histoires de contrat et de gestion d'équipe derrière. Tu vois, en mode, pour moi, ils font le trade pour lui libérer de la place. Plus de ballons en étant payé moins cher que 4. Sauf qu'il y a Randall qui est par là. Sauf que lui, il va avoir une player option, je crois, ou une team option, je sais plus, où il est bientôt free agent, Nasri. Donc ça vaut le coup d'attendre et de pas le faire exploser avant qu'il ait re-signé. Tu vois, je pense qu'il y a un peu de ça. Donc voilà, je me suis planté là-dessus parce que je pensais qu'il exploserait plus que ça en termes de minutes et de volume. Mais je crois que je me suis pas trop planté en termes de qualité parce que sur le peu de ballons qu'il a, il est quand même très fort. Non, moi c'est Pritchard, Peyton Pritchard. Je sais Ah, pas si oh, tu ouais, l'avais ou pas, mais non, un mec j'avoue. que j'ai jamais aimé, jamais trop, enfin jamais aimé. C'est-à-dire que ouais, ok, c'est le scoreur de micro-ondes quoi. Le mec qui sort du banc, qui met un peu ses points, parfois efficacement, parfois pas.
J'avoue que là, ouais, c'est l'explosion en un joueur, en vrai joueur valuable, voilà, on a déjà fait 20 minutes dessus hein, avec Azad il y a quelques semaines. Je vais pas refaire la tirade, mais non, avoir à ce point une explosion, je l'ai pas vu venir. Ouais, 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 je suis bien d'accord. Après, j'avoue que enfin, je sais pas, tu penses que c'est vraiment un profil très différent de l'année dernière? Je pense qu'il est plus fort quand même, ouais. Je pense qu'il est plus fort. Ouais, ok. Ok, ok. Et ben en individuel, qu'est-ce que j'avais d'autre? Attends, je cherche. J'avais. Bah, au final, je sais pas trop comment le formuler. Je sais pas trop comment le formuler. Aïe, Mais aïe. T'as peur des tomates, toi. non, mais Cade Cunningham. Cade Cunningham. En fait, je sais pas parce que en un sens, c'est exactement ce que j'attendais, et en un autre sens, je pensais pas qu'il serait aussi. En fait, c'est très bizarre parce que je pense qu'il serait plus efficace que ce qu'il est actuellement, avec un bon spacing. Et en même temps, je pensais qu'il serait moins fort pour porter une attaque qu'il n'est actuellement. Ouais, je vois. Donc Je vois exactement. ça fait un mélange un peu bizarre, même si j'adore Kate Cunningham. Mais ouais, voilà, c'était assez rapidement. Mais après, j'en avais plus trop d'autres individuels à part ça. Vu qu'on a fait les rookies, est-ce que t'as des déceptions, enfin pas déceptions, des trucs qui sont étonnés. Tu vois, je pense que, alors, moi, Zakidi, ça me concerne pas trop, mais je pense que beaucoup de monde sont peut-être en mode, ah ouais, on s'est un peu planté sur Zakidi, quoi, tu vois. Dans quel Euh, sens? Bah, dans le sens, le type sera inutile parce que il va pas pouvoir faire ses post-up comme un NCAA. Finalement, on se rend compte que, bah non, en fait, déjà, il est beaucoup plus mobile, donc viable en défense. Et puis surtout, il est utile sur plein de trucs, quoi. Sur le rebond offensif, le jeu des possessions, parfois du post-up contre des mismatchs, mais que il y avait un peu cette aura, tu sais, bah non, c'est juste un joueur de post-up de NCAA qui est pas viable en plus en défense. Pourquoi est-ce qu'il est drafté aussi haut? C'est un peu nul. Je pense que lui aura peut-être surpris beaucoup de monde en termes d'individualité, je pense. Alex Sarr aussi, tu vois, moi, pour le coup, alors je connaissais pas trop, hein, mais ce côté passing en mouvement, je suis un peu surpris. D'après ce que j'avais compris et ce sur quoi je m'étais renseigné, je pensais pas qu'il y avait ce type de passing, donc je suis agréablement surpris ouais, par ça. Ouais. Et il y a chez les rookies, moi, ce serait Kelly Ware. Kelly Ah oui, Ware. t'étais pas chaud? Bah, c'est pas que. Ouais, enfin, j'avais des réticences sur. Bah, ça se voyait que c'était une menace de lob assez dingue, mais sur le côté défensif, je trouve qu'il est touché, et le côté aussi shoot. Au final, je trouve que c'était un joueur qui avait pas un gros moteur, un peu, tu vois, un peu comme Klingan. Klingan, je trouve pour le coup, ça se voit assez vite, quoi. Ça se voit assez vite qu'il a beaucoup de mal à tenir le rythme. Kelly Ouais. Ware, il y a ça, il y a le côté aussi où je trouve que il est monté très haut, tu vois, il a des jambes extrêmement grandes, et je pensais que ça pourrait lui poser des problèmes. Et le shoot, moi, j'y croyais pas trop. J'y croyais pas trop au côté shoot, toucher de balle. Et au final, bon, ça reste un très très petit volume pour l'instant, mais ça a l'air d'être un joueur qui a potentiellement un petit catch and shoot, quoi. Un petit catch and shoot. Et ça j'y croyais pas forcément. Mais ouais. Zakidi, oui, Zakidi, je pense que c'est le plus évident. Après, Zakidi, il y en avait qui l'avaient en 1 de la draft, quoi, l'année dernière, et d'autres qui l'avaient pas drafté. C'était assez marrant. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était assez marrant à Non, moi suivre. j'en ai un dernier. Niveau équipe, c'est les Hawks. Je suis un peu déçu par les Hawks, je t'avoue. Ah ouais? Et c'est bon, c'est un peu une déception depuis 2 ans et demi, quoi, grosso modo peut-être. Mais tu vois, le mariage avec, je pensais que ça ferait mieux, quoi, entre Trae Young et Quinn Snyder aussi. J'adore le coach Quinn Snyder, qui a fait de très 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 belles choses à Utah. Et tu vois, on a affaire à une équipe qui a des limites en termes de qui sont tes joueurs, hein, mais on a affaire à la 18e attaque de NBA, sachant que l'an dernier, ils étaient 11e, l'année d'avant 9e, et l'année d'encore avant, surtout, ils étaient 2e. La fameuse saison 2022, où c'est une des meilleures attaques de NBA. Et je pensais qu'on retrouverait un peu ça, en mode triangle un peu héliocentrique, et finalement, pas trop, quoi. On n'a pas du tout même une bonne attaque. On a une attaque qui est à peine dans la moyenne, 18e sur 30.
Ouais, c'est un peu une déception parce que j'aime beaucoup les schémas de Snyder, j'aime beaucoup Trae Young et je pense qu'il est un peu sous-coté parfois. Mais ouais, un peu une déception pour moi parce qu'en plus, au final, tu vois, c'est pas comme si tu avais mis des tonnes de très bons défenseurs et donc c'est comme ça qu'on expliquait le truc, c'est que bah non, tu vois, en défense, ils sont 15e. Alors c'est mieux que les abominations dans lesquelles ils étaient depuis 3 ans de 29e, ou j'exagère, hein, mais de très très mauvaise défense. Mais ouais, je pensais que ça serait mieux. Le mariage Snyder et Trae Young, je suis un peu déçu, j'avoue. Ouais, mais du coup, au final, est-ce que c'est pas aussi juste le côté spacing et tu payes les Ouais, profils que peut-être, tu mets, peut-être. quoi? Dyson Daniels, Jalen Johnson, Okongu / Capella, c'est... Peut-être, mais je pensais que même avec ce genre d'outils, Trae Young arriverait à les porter à mieux et ou Snyder aussi arriverait Ah à faire ouais, mieux. ok. Au final, on a quand même une attaque qui est très 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 moyenne, quoi. Tu vois, s'ils avaient été 10e, 12e, bon, ok, c'est pas premier, mais c'est quand même pas mal, quoi. Mais là, ouais, non, je suis un peu, même globalement, je suis un peu déçu des Hawks qui, encore une fois, sont un peu ventre mou, alors que sont quoi, ils sont 9e là, ouais, 26 victoires, 30 défaites. Un peu de déception pour moi de mon côté. Ouais, ok. J'avoue, j'avais pas de grosses attentes sur les Hawks. Je les trouve cool, mais ouais, je crois que j'ai fait le deuil. J'ai fait un peu le deuil de cette équipe, ouais, pour l'instant. Est-ce que tu en as une dernière ou pas? Les Kings, je m'y attendais pas. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Mais non, je crois que j'ai fait le tour. Peut-être, mais oui et non, mais Jamorant. Jamorant, je m'attendais pas à ce qu'il soit si peu efficace cette saison. Mais c'est tout petit, quoi. Même si peu utilisé aussi, hein. Si peu utilisé, ouais, c'est vrai. On n'est pas trop sur un gros volume hein, pour Ja Morant en termes de minutage, en termes de volume, en termes d'efficacité. Et c'est devenu un peu plus une pièce du puzzle, j'ai l'impression. Alors, tout est relatif, hein, mais tu vois, c'est un peu moins le mec avait des pointes. Mais on en a parlé ensemble, je crois déjà. C'est pour ça que ça m'a rappelé un truc, non? On a parlé ensemble il y a une semaine pour Oui, pour le roster du All-Star Game, ouais, Exactement. il me semble. Exactement. On commence à se répéter. Donc voilà. Sans doute qu'on en a oublié. Sans doute que la fin de saison nous donnera tort aussi sur d'autres trucs. Donc on fera peut-être le point en fin d'année. Sur les Warriors, quand les Warriors rateront le play-in. Ah ouais, là ils vont se mettre à enchaîner 10 défaites d'affilée. Vu qu'on a fait une hot take sur ils vont aller en finale de conf, c'est à peu près sûr. Bref.